de recevoir Marc Hoffman, qui est de PSL, Paris Dauphine, qui est aussi en délégation pour une année au LJLL, parmi nous, et qui va nous parler d'estimations non paramétriques pour des particules en interaction et des modèles de McKean-Vlasov. À toi, Marc. Merci, Emmanuel. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir de venir parler au séminaire du LJLL, même si les conditions sont un peu non standards. Donc effectivement, je viens du CEREMAT, à Dauphine, je suis statisticien et je bénéficie cette année d'une délégation INRIA qui fait que je suis parmi vous pour un an. Et donc, je serais ravi d'interagir avec le maximum de personnes ici. Si vous avez des questions statistiques et que vous avez envie d'en parler, mon bureau est pas loin, à côté de celui de Marie Domic, avec qui je travaille au sein de l'équipe du projet Mamba. Voilà. Parfait. Alors, je vous fais aujourd'hui un exposé de statistiques un peu théoriques, et puis un peu le plus ouvert possible, pour que puisse parler à un maximum de personnes. C'est un travail en cours, les choses ne sont pas terminées, et c'est sur des questions que j'appelle de manière un peu informelle et un peu impropre de l'inférence statistique avec des EDP. Donc, de quoi s'agit-il? Donc voilà le contexte. On a premièrement des données, une certaine structure, N, X, on va voir ce que c'est. Il faut penser au système de particules du titre. N, c'est un paramètre d'information. Pensez à une population, à une taille de population qui fait que quand N grandit, les choses vont de mieux en mieux. On a de plus en plus d'informations. L'inverse d'un niveau de bruit aussi, si vous voulez. Et d'autre part, on a un paramètre d'intérêt F, que je note F. Alors, c'est le θ des statisticiens, de nos cours de statistique, mais je l'appelle F ici parce que ce sera une fonction. C'est ce qu'on appelle l'estimation non paramétrique, où l'objet inconnu, le paramètre inconnu, est lui-même une fonction. Donc, la structure du problème est la suivante, si vous voulez. Xn, nos données sont solutions d'une certaine équation, une évolution. Là, je l'écris de manière très informelle. L'équation, ça va être une équation différentielle stochastique. Il va y avoir du hasard dans la construction de la dynamique des particules, des objets. Et lorsque n est grand, on a la convergence de Xn. Alors, je préciserai tout ça sur des exemples. Dans une certaine renormalisation, on pense à la mesure empirique, vers un objet limite qui va être déterministe et qui va être, lui, solution d'une certaine EDP. Laquelle fait intervenir de manière transparente, si vous voulez, le paramètre d'intérêt et ses propriétés en termes de, je ne sais pas, régularité, et voilà. Et donc l'objectif, c'est à partir de données Xn reconstruire F. Et si vous voulez, j'aime bien voir, c'est une vue de l'esprit, parce que évidemment tout est déjà dans la construction de Hn de Xn égale 0, mais c'est une vue de l'esprit, mais j'aime bien voir le problème comme ça. D'une part, la partie probabiliste de l'étude, c'est de comprendre comment Xn va converger ou va se rapprocher, va fluctuer autour de l'objet limite. Et l'objet limite, lui, est le cadre, la contrainte qui va fournir les propriétés du paramètre d'intérêt qu'on va reconstruire. Si vous connaissez les statistiques, ça anticipe déjà un peu le paradigme variance-biais. Variance, la partie stochastique, Xn converge vers Xi, et biais, si vous voulez, approximation, la partie déterministe. Alors, le contexte plus précis qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le suivant. Donc, on a un système alors je dis des particules, mais en fait, c'est tout à fait fictif. Vous pensez à un modèle structuré, en sens ce que vous voulez. Donc, on a n particules qui évoluent dans le temps, sur un temps fixe. Donc, ça, c'est important. Il n'y aura pas d'asymptotique temps grand dans ce que je vais faire. Vous pouvez prendre grand T égale 1 dans toute la suite de l'exposé, ça ne changera rien. Et l'information ne viendra pas du fait que le temps est grand, mais plutôt que la population augmente à temps fixe. Et chaque particule xi suit un mouvement stochastique gouverné par du transport et de la diffusion. Je l'écris au niveau, si vous voulez, microscopique, au niveau de probabiliste, c'est-à-dire que vous avez un terme de transport, de drift, B, un terme de diffusion, avec ici un mouvement brownien. Et la particularité, bon, vous avez ça je l'écris, c'est un peu pédant, c'est juste pour que les choses soient bien fixées. Si vous voulez, vous avez une condition initiale, ici on va partir du principe que toutes les variables au départ ont la même loi, mais ça n'a aucune importance. Ici on pourrait faire à peu près ce qu'on veut. Voilà. Alors la particularité du système, c'est que la dérive elle-même fait intervenir mu_n de t. Donc retenez peut-être cette notation, mu_n de t, c'est la mesure empirique du système. Donc chaque particule interagit en champ moyen, si vous voulez, avec tout le système à travers la mesure empirique.
Et donc ça fait que vous avez une structure, bien que les mouvements browniens, si vous voulez, individuellement sont indépendants, la présence de la mesure empirique va faire que toutes les particules vont être extrêmement, leur dynamique stochastique va être extrêmement intriquée, il y a beaucoup de dépendance, et ça constituera la difficulté technique majeure de l'étude. Bon, alors, un transparent très rapide, parce que je ne vais pas entrer dans les applications, surtout qu'on n'en est pas encore là dans notre étude, hein, mais donc ce sont des modèles, ces modèles de dynamique collective qui apparaissent de manière, qui apparaissent et réapparaissent dans toute une série d'applications. Alors de la physique, ça c'est un peu historique, mais aussi en maths bio ou en sciences sociales, économie, en finance, risque systémique, MFG. Alors là, je dis MFG, vous allez dire ça c'est parce qu'il est au CEREMAD, donc il faut qu'il prononce MFG dans son exposé, c'est contractuel. Mais non, en fait, non, en réalité, c'est probablement, peut-être on aura le temps d'en parler à la fin, c'est probablement des modèles où il y a le plus de choses à faire d'un point de vue statistique, et je voudrais brièvement vous expliquer pourquoi. Ces modèles-là, donc de type un peu probabiliste dit Makin-Vlasov, mais ces modèles-là sont connus depuis longtemps, ils ont été introduits essentiellement pour la physique, et on a une étude en proba-analyse, je vais en dire quelques mots, depuis les années 60, hein, il y a eu plusieurs périodes, des années 80, 90, qui ont chaque fois fait évoluer les connaissances de ces modèles, et curieusement, il n'y a eu à peu près rien en statistique pendant longtemps, et la raison, à mon avis, est assez simple. C'est parce qu'au départ, les modèles, on s'intéressait à des particules, des particules, des molécules, et il n'était pas du tout dans un contexte expérimental où on allait observer un système de 10 000 particules continuellement dans le temps. Maintenant que ces modèles ont été, si vous voulez, relancés réutilisés ou réappliqués dans des contextes avec d'autres types d'observables, où on a des agents ou et que aussi des cellules, enfin des échelles intermédiaires, on est dans un paradigme, si vous voulez, d'application où on a probablement beaucoup plus accès à des observables qui ressemblent à ça. Et je pense que ça explique le retard qu'ont pris les statistiques dans l'étude de ces modèles. Retard, ce n'est pas le terme qu'il faut employer, mais disons la raison pour laquelle on ne s'est pas posé des questions finalement assez simples qu'on aurait déjà pu se poser il y a 20 ans. Alors, dans les modèles de ce type-là, il y a un modèle particulier sur lequel j'insisterai, c'est le modèle que je l'appelle semi-linéaire, je ne sais pas comment il faut dire, ou le modèle de Vlasov. C'est le cas où le drift intervient de manière, la mesure empirique intervient de manière linéaire, hein, au sens où vous avez une fonction d'interaction, là que je note B tilde, et l'interaction fait intervenir cette moyenne hein, de la particule xi contre tout le système. Et le cas particulier, hein, que la plupart d'entre vous connaissent certainement, c'est le cas où l'interaction s'écrit comme vous avez une fonction de confinement, hein, et puis un potentiel W, une interaction qui dérive d'un potentiel W, qui peut être plus ou moins méchant. Alors malheureusement, c'est pas ça que je veux dire, mais dans cet exposé, on n'aura que des interactions gentilles, hein, c'est-à-dire non singulières. On ne sait pas encore traiter pour le moment d'interaction singulière. Donc, ça veut dire que, par exemple, dans le modèle de Vlasov, voilà le système de diffusion. Hein, donc, vous avez ce drift qui a souvent, enfin, s'il est bien fait, il va avoir tendance à ramener le système vers un équilibre. Et puis, vous avez cette interaction qui est à la fois simple et compliquée. Hein. Simple parce que, bon, cette structure est assez sympathique de premier abord, mais son analyse rend le système complexe, hein, puisque je rappelle hein, que, du coup, toutes les variables aléatoires xi sont toutes dépendantes. Hein, et il n'y a pas de... Alors, la technique classique pour aborder ce genre de modèle, hein, c'est d'essayer de comprendre, hein, quand n est grand, c'est un peu d'essayer de faire une loi des grands nombres. Hein. C'est ici de passer à une sorte de limite. Pardon, la deuxième ligne, ça veut dire que tu lances oui, alors, les trucs indépendamment. Ouais, c'est ça. Selon je prends mu0, ma loi favorite, et puis je lance le système, je lance une condition initiale de manière IID parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, mais on pourrait, si on en avait besoin, on pourrait imaginer des situations plus générales. Voilà. Bien, alors, bon, faut pas sous-estimer la présence de cette interaction, bien sûr. Hein, je vous montre une petite simulation tout à fait élémentaire, hein, où vous n'avez pas de confinement et vous avez une interaction linéaire. Et là, vous voyez, là, je suis parti à gauche d'une condition initiale uniforme, et puis vous voyez que dans le temps, même en temps modéré, vous avez un comportement vers une limite. Alors ça, c'est la loi limite cible. Bon.
quand n est grand, et vous voyez ça. Alors que si, dans la même échelle, alors entre moins 10 et 10 en ordonnée, hein, donc dans la même échelle entre moins 15 et 15 en ordonnée, hein, donc moins 10, 10 c'est ça, si vous mettiez rien, si vous laissiez n particules browniennes partir, vous auriez ça. Et donc la question qu'on va se poser d'un point de vue statistique, c'est quand on a affaire à ce genre de filament, là, ce genre d'observable, qu'est-ce qu'on va être capable de dire vraiment sur la structure sous-jacente, hein? Est-ce qu'il y a... Alors avant d'aller plus précisément dans les questions, je voudrais raconter un tout petit peu comment on passe à la limite dans ces modèles, hein. Donc, vous voyez dans le modèle de Makin-Vlasov qu'on a ici, on a envie de passer à la limite ici sur l'environnement, d'avoir une espèce de loi des grands nombres qui ferait dégénérer cette composante. Et ça aurait l'avantage que d'un seul coup, les variables aléatoires xi qu'on obtiendrait, hein, dans cette approximation seraient indépendantes. Ça, c'est une technique ultra classique, hein, qui a été poussée dans ses retranchements. Oui, justement, à propos d'indépendance, sigma n'est pas une matrice. Non, alors oui, j'ai pas précisé. Ici, je prends sigma déterministe, ou alors diagonale, simple. Mais effectivement, on pourrait vouloir avoir sigma aléatoire. Et effectivement, on peut considérer sigma aléatoire. Mais quand on considère sigma aléatoire, je l'écris, pardon, je remets là, on sait traiter le cas où on a une matrice de diffusion, où il y a de l'aléa, mais c'est de l'aléa qui fait intervenir que I. Hein, d'accord ? Donc, effectivement, il ne va pas y avoir, dans ce contexte-là, c'est important, c'est très important, il n'y aura pas de dépendance venant de la partie diffusion. Donc, quand on fait un peu, disons, de manière formelle, quand on passe à la limite, hein, on obtient une espèce de système compagnon couplé. Hein, ça, c'était la technique qui a été développée, je dirais, par essentiellement Snitman dans les années 80. En passant à la limite, mais pas que lui, bien sûr, en passant à la limite, on obtient un système couplé, X bar-I, hein, vous voyez, et je mets muté comme ansatz, hein, ça c'est muté, c'est donc la limite qu'on obtiendrait, et du coup on obtient des particules qui, elles, sont indépendantes, et là qui sont, si je raisonne à mu fixé, qui sont vraiment de transport plus diffusion, et donc je peux là facilement écrire leur loi, hein, avec... alors, je sais bien qu'entre probabiliste et analyste, il y a parfois un hiatus. Enfin, je me plante toujours. Je pense qu'on appelle ça Kolmogorov forward. Ou bon, bref, Foncor-Planck. Et donc, on arrive au résultat suivant. C'est-à-dire que si on a un peu de régularité, par exemple, là, je prendrais des hypothèses très fortes, Lipschitz sur le drift, alors le système converge vers une limite, hein, donc la mesure empirique converge vers une limite déterministe, régulière, et qui va être solution de cette équation parabolique d'évolution, hein. Alors un peu non linéaire quand même, puisqu'il y a la présence de cette limite mu dans le transport, hein, d'accord, donc voilà. Et donc on a un peu défini les acteurs de notre problème, hein, le système stochastique, le DP limite, et maintenant on va aller un peu vers les questions qu'on veut se poser en statistique. Auparavant, je voudrais vous faire remarquer, je voudrais revenir un tout petit peu sur le système couplé, parce que c'est crucial pour comprendre la différence dans notre approche qu'on va avoir quand on va faire un peu de statistique. Et donc, ici, j'ai préparé une petite simulation, hein, pardon, permettez-moi de revenir un instant sur le système couplé. Donc, quand on construit ces particules un peu fictives, ces X bar-I, elles ont la propriété remarquable que si on lance leur dynamique avec le même mouvement brownien que les XI du système non déterministe, hein, où on a encore la mesure empirique, eh bien, elles sont très proches. Individuellement, elles sont très proches, hein, c'est le principe du couplage. Et donc, les XI et les X bar-I sont proches à une distance 1 sur racine de n. Ça, c'est quelque chose qu'on peut montrer de manière assez facile. Si vous faites la différence des XI moins X bar-I, vous allez tuer l'aléa et vous allez vous retrouver à comparer cette équation avec l'équation de la mesure empirique. Et puis après, vous allez écrire des inégalités, vous voyez, des Grandval avec un peu de régularité. Vous allez être capable de contrôler la distance entre XI et X bar-I. Voilà. Mais même si les particules sont proches individuellement, les lois, il y a quand même une différence au niveau des lois, hein. Alors ça, j'ai essayé de le regarder avec une petite simulation. Ici, je ne sais pas si on s'en rend bien compte. Donc ici, vous avez 50 particules qui sont tirées toujours avec une condition initiale aléatoire, et puis cette dynamique. Et puis, elles sont tirées selon la loi cible. D'accord ? Donc, elles sont vraiment indépendantes et elles suivent l'équation de Makin-Vlasov.
Et donc, vous voyez qu'elles vont assez vite converger en temps. Hein. Enfin, disons, il y a quelque chose qui fait qu'à un certain temps, on a une certaine loi. Alors que, ça c'est la loi cible, hein, c'est encore un des rares cas où on sait calculer la solution explicitement. Et si par contre je mets le système de particules lui-même, hein, avec le système empirique, je vais typiquement obtenir ce genre de choses. Alors, ça ressemble beaucoup au précédent, mais vous voyez, il a un peu raté sa cible. Globalement, c'est une manière un peu visuelle de comprendre une loi d'un processus, c'est de lancer plusieurs particules et puis de regarder cette espèce de nappe, quoi. Ça donne un peu une idée un peu très, très intuitive de quelle probabilité on est dans quelle région de l'espace. Et si vous refaites une simulation, vous allez être parfois un peu au-dessus, parfois un peu en dessous, parfois un peu… Vous voyez, alors évidemment, quand vous allez laisser encore le temps ou augmenter le nombre de particules, tout ça va bien se réconcilier. Mais si maintenant vous mettez les deux ensemble, alors désolé, hein, je pense qu'on ne voit pas bien, hein, mais vous pouvez imaginer les couleurs, la couleur après couleur, elles sont très proches les particules, individuellement. Hein, mais c'est globalement les lois, il y a un défaut d'approximation dans les lois, et ça va nous coûter très cher en statistique, dans les estimés statistiques, comme je vais vous l'expliquer dans un instant. Voilà, donc, ce que j'ai dit dans le modèle de Vlasov s'étend dans le modèle non linéaire avec un maximum, avec un peu de régularité, ce qu'on fera. Donc, je ne vais pas insister là-dessus. Et puis, ici, je vous donne juste brièvement quelques références de nature probabiliste. C'est un peu, je l'ai déjà dit, je le répète. Hein, donc, il y a eu vraiment plusieurs périodes entre le moment où ces modèles ont été introduits par McKean, puis les techniques que je mentionnais de couplage, puis des approches plus fonctionnelles. On peut citer les travaux de Méléard. Et puis après, vers les années 2000, il y a eu des liens avec la géométrie, la concentration, le transport optimal. Il y a eu des travaux Bollé, Guillain, Villani, dont je mentionnerai tout à l'heure. Et puis plus récemment, parce qu'on a cherché des non-linéarités un peu plus fortes, notamment avec les MFG, l'approche un peu plus calcul sur l'espace en Wasserstein. Là, il y a des travaux récents et très, très, très lumineux, je trouve, de Larue, Laquer, Carayagué et d'autres, jusqu'à des choses plus récentes dont je ne parlerai pas, mais qui nous ont quand même inspiré, où on sort quasiment un peu du cadre probabiliste classique avec des approches plus trajectorielles de type half-pass, le chemin rugueux, choses comme ça. Mais bon. Alors pourquoi je raconte ça? Juste pour vous dire que tout va bien, on a beaucoup d'outils probabilistes, mais c'est quand même un sujet qui reste encore d'actualité, même s'il est classique. Alors, venons-en maintenant à notre problématique statistique. J'ai mon système Xn que j'observe sur l'intervalle de temps 0 grand T dans le modèle qu'on a défini. Et puis, je me pose la question la plus naïve, hein, est-ce que je peux estimer la mesure limite? Alors, je sais qu'elle est régulière, donc la densité limite, si vous voulez, comme fonction de l'espace ou comme fonction du temps et de l'espace, hein, l'évolution. Avec quelle vitesse optimale? Est-ce que je peux faire de l'adaptativité? Alors ça, je vous expliquerai dans un instant ce que c'est. Et voilà, quel est le programme statistique de base que je peux réaliser dans un modèle comme ça, de la même manière qu'on sait le faire quand on a un signal dans du bruit blanc, quand on veut estimer une densité de probabilité, etc. Deuxième question, plus spécifique, est-ce qu'on peut estimer le drift? Dans quel sens? Pareil. Et alors, en fait, en réalité, la question qui nous a intéressés au départ, si jamais on se place dans le modèle de Vlasov, est-ce qu'on peut estimer le noyau d'interaction? Et quand on dit estimer le noyau d'interaction, quand on est dans un modèle où on a une fonction de confinement et une fonction d'interaction spécifique, est-ce qu'on peut estimer séparément le confinement de l'interaction? Parce que ce qui se cache derrière, c'est la question de savoir si quand j'ai des données en grande population et que pour des raisons, disons, de modélisation, d'équilibre de théorie des jeux, de physique, je pense qu'il y a une interaction, est-ce que je peux le mesurer? Est-ce que je peux le voir? Est-ce que mes données peuvent… ou est-ce qu'il y a des limites intrinsèques qui font qu'en fait, non, c'est désespéré? Alors, vous voyez, le problème est un peu théorique maintenant, mais néanmoins, il mérite qu'on se pose la question. Donc là, ça c'est complètement fictif, c'est pour jouer. Je vous montre sur une simulation qu'est-ce que ça veut dire. Donc là, on est sur un carré qui est devenu un rectangle pour des raisons de mise aux normes de mon écran. Mais enfin, on est sur un carré, on a lancé au hasard une condition initiale uniforme. Hein, vous voyez, ces points, ça c'est les conditions initiales de tout à l'heure. Et puis on va laisser le temps se glisser.
Et puis ici, on a une interaction forte. Ça ne veut rien dire fort. Hein. Ça va être juste en comparaison avec les simulations que je vais vous montrer à côté. Donc ici, on a une interaction gaussienne dans une certaine échelle. Vous avez θ qui est un paramètre d'interaction, si vous voulez, 20 particules, et puis je l'ai appelé 250, et c'est ce que j'appelle une interaction forte. Ce que je veux dire par interaction forte, c'est que vous voyez qu'il n'y a pas de... on a quand même l'impression que le système s'auto-organise autour d'un équilibre. Alors j'ai mis un tout petit, on a mis un tout petit, avec Laetitia Della Maestra, je pense que j'ai oublié de le dire au début de l'exposé, mais c'est un travail qui est en collaboration avec Laetitia Della Maestra qui termine sa thèse avec nous au CEREMAD. Eh bien, on a mis une petite fonction de confinement qui est juste pour empêcher que les choses quittent mais elles ne jouent pas. Et alors, si maintenant vous jouez sur le paramètre d'interaction, vous le baissez par exemple à 100, bah, quand vous passez de 250 à 100, bon, je ne sais pas ce qu'on peut dire. Puis là, si je le baisse encore, je le mets à 25, bah, on a l'impression que bah, voilà, quelque part, les particules sont peut-être un peu restées dans leur coin, elles n'ont pas encore... et là, c'est 0, pas d'interaction. Alors, vous voyez, entre pas d'interaction et une petite interaction, en tout cas visuellement, nous, on ne peut pas vraiment faire la différence. Donc, si on faisait de la modélisation, hein, ça c'est quelque chose, on est terriblement tentés, tous ceux qui ont fait de la modélisation, enfin, sauf ceux qui sont très vertueux, mais en tout cas, moi qui ai fait de la modélisation, on est souvent tenté de penser que nos données vont ressembler au modèle qu'on a envie de poser, quoi, hein. Et ce n'est pas toujours clair, vous voyez, sur des données comme ça, est-ce qu'il n'y a pas d'interaction, il y a d'interaction, voilà. Voilà, donc c'est un peu, si vous voulez, ce qui motive ces études d'estimation et plus loin de tests. Alors, maintenant, je vais entrer dans une partie, disons, plus mathématique, et je vais vous parler de l'outil essentiel qu'on a besoin pour mettre les modèles de type diffusion en interaction, pour les mettre au même niveau que ce qu'on sait faire, le classique en estimation non paramétrique, donc l'estimation de densité ou de signal dans du bruit. Alors pour ça, je vais faire, bon, je crois que c'était un peu le souhait de François pour l'exposé, d'être quand même un peu généraliste. Donc, je vais faire un petit rappel d'estimation non paramétrique, un petit recap en 3 transparents. Donc, ceux qui connaissent, bon, et puis ceux qui ne connaissent pas, j'espère, peut-être que ce sera la partie la plus utile de l'exposé, finalement. Et voilà. Donc, je vais regarder un problème apparemment différent. Je vais oublier le temps un instant. Je vais regarder n particules qui sont indépendantes, qui ont la même loi de densité F. F, ce sera muté, typiquement, hein, la solution à un certain instant T de mon EDP. Et puis, je veux reconstruire F en un point x sous 0 à partir de mon n échantillon. Alors, l'estimateur que tout le monde connaît, même les non-statisticiens, c'est l'estimateur à noyau. L'estimateur à noyau, ça veut dire que vous prenez votre noyau favori, une fonction, essentiellement, c'est une fonction un peu localisée quand même, mais qui intègre à 1, c'est à peu près tout ce que vous lui demandez. Et puis, vous allez convoler cette fonction contre la mesure empirique du système avec une certaine fenêtre h. D'accord. Alors, vous voyez, ici, vous divisez par h, puis vous renormalisez par 1 sur h puissance d, parce qu'on est en dimension d, de sorte que la normalisation soit stable dans L1. D'accord. Donc, le noyau à tout instant h, il a la même norme. Alors, j'insiste un peu là-dessus, parce qu'on va voir que tout va se jouer dans la stabilité du noyau dans une bonne norme. Et donc, en fait, vous faites des espèces de moyennes locales des données autour de x0 à l'échelle h. Et quand vous faites ça, eh bien, vous pouvez essayer de comprendre comment est-ce que votre estimateur va approcher la cible. Donc, je ne résiste pas à l'envie de vous refaire ce petit calcul parce qu'il reste toujours instructif, même pour comprendre des choses beaucoup plus avancées. On note d'abord que quand vous prenez l'espérance, alors l'espérance probabiliste de kh xi moins x0, vous voyez que, alors j'ai appelé kh comme d'habitude, le noyau renormalisé, kh de xi moins x0, vous voyez, c'est mon bloc. Kh, si je mets ce hd là, si je le mets là, c'est mon bloc dont je vais faire la moyenne empirique. Et bien, kh de xi moins x0, quand vous prenez son espérance, vous l'intégrez par rapport à la loi de xi. La loi de xi, c'est exactement f. Et donc, en fait, vous n'avez rien fait d'autre qu'une convolution de f par kh au point x0. Voilà. Donc, ça veut dire que vous allez la décomposer entre une erreur par rapport à kh convolé contre x0, et puis votre estimateur, ça c'est l'estimateur, moins son espérance, c'est la même chose. Et son espérance, vous voyez, là il y a un typo, pardon, il n'y a pas de f, c'est kh étoile.
c'est KH au point xi moins x0. Hein. Excusez-moi pour la coquille, hein. Il n'y a pas d'étoile et il n'y a pas de F. Voilà, donc vous avez ajouté et enlevé cette quantité. Et donc, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez un terme d'approximation qui va être calé par toute l'information que vous avez a priori sur F. Et si votre noyau est suffisamment bien fait, si vous êtes dans un certain espace de régularité, vous avez l'approximation. Et d'autre part, la partie stochastique, eh bien, vous avez une moyenne de variables aléatoires qui sont centrées, hein, puisque vous les avez recentrées, vous leur avez enlevé leur espérance. Quand vous prenez n variables aléatoires, la moyenne de n variables aléatoires centrées, par la loi des grands nombres, ça va être petit. Et vous pouvez évidemment très bien quantifier cette ordre de grandeur. Il va vous être donné par le théorème central limite. Ça va être de l'ordre de grandeur de 1 sur racine de n. Alors, pas tout à fait 1 sur racine de n, c'est ça qui est important. Ça va être de l'ordre de grandeur de 1 sur racine de n fois l'écart type. Et c'est là que tout va se jouer. C'est là qu'on va beaucoup devoir se battre dans notre modèle. C'est-à-dire que si je mets les choses au carré, que je prends l'espérance, vous avez le terme d'approximation. Puis ici, vous avez le terme de variance. C'est plus facile de le mettre au carré, parce que ça veut dire que la variance de la somme, c'est la somme des variances. Enfin, ça, c'est ces calculs de proba standard que vous connaissez. Et donc, je vais avoir 1 sur n, l'ordre de grandeur de la variance, de l'ordre de grandeur de la somme, fois la variance du terme général. Et la variance du terme général, vous voyez, c'est l'espérance du noyau, mais au carré. Ça, c'est essentiel. Et quand je dis le carré, c'est parce que c'est de la variance, c'est profond, là. Je veux dire, il se passe vraiment, tout se passe ici. Et lorsque vous allez écrire ça de manière analytique, ça va être l'intégrale du noyau contre f, mais l'intégrale du noyau contre f au carré. Donc, le noyau, il ressemble à une masse de Dirac, il est stable dans L1, il n'est pas stable dans L2. Dans L2, vous allez perdre quelque chose qui va être ce terme h puissance moins d. Et ça, là encore, c'est quelque chose d'incontournable. Il faut payer ça. Donc, vous allez vous retrouver, si je suppose, mais disons par exemple que f est localement elderienne, ou peu importe, choisissez votre régularité favorite dans L infini, surtout devant L vert, je sais. Eh bien, vous allez avoir cette estimation, et puis donc vous allez donc ce qu'on appelle le biais, la variance, et puis alors évidemment, vous voyez, alors j'ai quand même fait une hypothèse, l'air de rien, là, il faut quand même payer un tout petit peu, j'ai supposé que f est localement borné. Enfin, là je l'ai pris globalement, mais bien sûr, au moins localement autour de x0. Ça, dans ce cadre, dans notre contexte, ce n'est pas des choses qui sont chères. Et donc, on va équilibrer ces deux erreurs. Je vous fais grâce du calcul. Il est élémentaire, mais donc, comme tous les calculs élémentaires, on se trompe. Et la réponse, c'est que si vous faites équilibrez bien, vous prenez h en n-1 sur 2 alpha plus d, eh bien, votre erreur globale renormalisée sera de l'ordre de n puissance moins alpha sur 2 alpha plus d. La vitesse, le Graal du statisticien non paramétricien, qui vous modèle à la fois, qui vous donne tous les effets, est très agréable parce qu'elle explique bien la régularité du problème. Quand vous avez un objet très régulier, quand alpha tend vers l'infini, vous allez voir que vous allez récupérer une vitesse 1 sur racine de n, que vous auriez eu en statistique s'il n'y avait pas eu d'effet dimensionnel, pas eu d'effet fonctionnel, si j'ose dire. Et puis, lorsque alpha est petit, c'est très mauvais. Et puis, vous voyez aussi que vous devez payer de manière incontournable ce fléau de dimension. Si vous êtes en dimension D, ça coûte très cher. Même ça, vous n'y pouvez rien. On peut montrer très facilement que c'est optimal, au sens où il n'y a pas d'estimateur qui, uniformément sur des classes euleriennes, améliore ce taux d'estimation. Bien. Alors, voilà. Donc, je vous ai raconté ça, mais il y a quand même un vrai problème qui n'apparaît peut-être pas toujours quand on pense en analyse numérique, mais qui est essentiel quand on pense en statistique, c'est que l'objet f est inconnu. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de choisir la fenêtre optimale, puisque vous n'avez aucune idée de comment, puisqu'elle dépend fortement des propriétés, vous voyez, souvenez-vous, elle dépend fortement des propriétés de f. Et puis là, je suis asymptotique, je vous passe le problème lié aux constantes, aux préfacteurs. Donc, en réalité, ce n'est pas comme ça qu'on fait en pratique. On prend peut-être un estimateur à noyau, mais on ne peut pas faire cet équilibre. Donc, on va chercher des méthodes où la fenêtre h, on va l'autoriser à dépendre des données. Et pour l'autoriser, ça c'est une industrie, c'est un métier. Enfin, des gens des statisticiens et même des data scientists et des machine learners passent leur vie à caler de manière optimale des fenêtres. Mais ce qu'il faut comprendre d'un point de vue, c'est très ancien, la validation croisée, c'est des choses très très naturelles. Et ce qu'il faut comprendre d'un point de vue théorique, c'est que pour pouvoir faire ça, il faut qu'on ait un outil un peu plus fort que simplement la loi des grands nombres et le théorème central limite. Quelque part, il faut que dans nos estimés précédents, on ait pu remplacer h, au moment où on a fait la variance de la somme, c'est la somme des variances, il faut qu'on puisse remplacer h par un h qui dépend du hasard.
Ça veut dire, et ça ne marche pas bien, hein. Ça, ce n'est pas vrai d'abord. Et en fait, c'est presque vrai, et ça fait appel à des outils beaucoup plus fins de probabilité qui ont été développés, qui étaient connus. Alors, comme toujours, hein, on va donner une date, et puis évidemment, c'est sans fin. Je ne vais pas faire de l'histoire des probas ici, mais en tout cas, ce sont des outils qui ont été vraiment popularisés pour les non-paramétriciens dans les années 90 autour de la concentration. Et des travaux de Talagrand notamment. C'est-à-dire qu'on va chercher des inégalités qui vont nous permettre de mettre des subs, si vous voulez, de quelque part, de pouvoir d'avoir un peu d'uniformité dans les paramètres qui sont dans nos moyennes empiriques, de sorte que quelque part on puisse remplacer des H par des H aléatoires. Bon, je simplifie à outrance l'histoire, mais voilà. Et alors dans ce cas-là, ce qu'on va chercher, c'est chercher à autoriser H à dépendre des données, de sorte qu'on puisse avoir ce qu'on appelle une inégalité oracle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une inégalité oracle? Une inégalité oracle, c'est une inégalité qui fait que votre estimateur va faire aussi bien qu'un oracle. Un oracle, qu'est-ce qu'il aurait fait l'oracle? Il aurait pris l'estimateur d'avant, mais il aurait eu le droit de choisir la fenêtre H en fonction de F. Et donc, tout l'enjeu, c'est de réussir à faire ça, quitte à perdre éventuellement quelque chose. Quitte à perdre éventuellement quelque chose. Et ce qu'on perd... non, pardon, excusez-moi, plus un terme qui garantit qu'on ne fait pas n'importe quoi non plus. Et ce que je voulais dire, c'est que dans le quitte à perdre quelque chose, c'est dans les constantes. Là, on peut perdre beaucoup. Et donc, si on arrive à faire ça, d'une certaine manière, on a atteint un programme d'adaptativité. Alors, à ce stade-là, si on veut faire la même chose dans nos modèles de particules, il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire que la concentration. Donc, je vais passer un tout petit peu de temps maintenant pour vous parler je dirais, du résultat, de l'ingrédient essentiel de ce travail, qui est la concentration dans ces modèles. C'est-à-dire comprendre les fluctuations des mesures empiriques par rapport à la mesure théorique. Donc, je reviens maintenant dans les modèles de diffusion, en interaction. Je me remets dans ce cadre et je cherche à comprendre comment est-ce que mu_n de t va approcher mu de t en ayant déjà à l'esprit ce dont j'ai besoin d'un point de vue statistique. Alors, faisons un peu l'état de l'art à ce moment-là. Ça a été des choses qui ont été quand même pas mal étudiées dans les années 2000, notamment par un résultat très utilisé et très connu de Bolet, Guillain et Villani sur les fluctuations de mu_n de t vers mu_n de t en distance de Wasserstein. Donc là, on va utiliser comme métrique, il y a plein de bonnes raisons de le faire. Bon, il y a déjà eu un exposé la semaine dernière sur la distance de Wasserstein, donc je ne vais pas m'étendre. Mais ici, on va utiliser la W1, on va regarder d'autres choses, qui est définie comme ça. Mais ici, c'est vraiment la définition par dualité qui va nous servir. C'est-à-dire qu'en gros, mu et nu, pour ces mu_n et mu_t, mu_n de t et mu de t, vont être mesurés lorsqu'on regarde ce qui se passe au pire contre une fonction test qui est lipschitzienne. Alors peut-être que si vous pouvez déjà anticiper, voir le problème qu'on a en tant que statisticien, c'est si vous mettez mu_n de t et mu de t, et vous voulez approcher ce qu'on a fait tout à l'heure, à savoir la convolution de f avec la convolution contre la mesure empirique, ce serait exactement regarder cet objet-là où phi serait remplacé par notre noyau. Voilà, exactement la même chose. Sauf que notre noyau, on a vu qu'il se comporte bien dans L1, il se comporte moyennement bien dans L2, et il va certainement très mal se comporter en norme lipschitzienne. Donc ça va constituer une difficulté qu'on va devoir outrepasser. Donc le résultat connu, c'est qu'on a de la concentration. Alors c'est ce qu'on appelle, oubliez peut-être ce facteur-là, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est le facteur essentiel. Peut-être oublier aussi qu'il y a des domaines de validité. Mais en gros, il faut comprendre que les déviations, c'est-à-dire que l'erreur se décroît quand kappa grandit comme e puissance moins cn kappa carré, donc quelque chose qui est de la concentration gaussienne. C'est à peu près comme une gaussienne et à une constante c. Et ça, c'est parfait. Si on a ça, on a ce qu'on a dans les situations habituelles. Mais comme je vous l'ai dit à l'instant, ce n'est pas exactement ce qu'il nous faut. Et ça, je voulais expliquer à l'oral, mais ce transparent va vous le donner. Si vous voulez comprendre comment la mesure empirique approche cette partie d'approximation, puis après, vous avez plus ceci, plus kh étoile, mu, moins mu, mais ça, c'est réglé par l'analyse. Eh bien, vous allez écrire ça exactement. Ça, c'est vraiment la définition de mu chapeau n de t, c'est vraiment la convolution de k contre la mesure empirique, donc moins kh contre la mesure théorique. Et ça, évidemment, si vous avez la concentration en Wasserstein, vous pouvez le contrôler. Mais en le contrôlant, vous allez devoir payer le fait que vous avez un h puissance d, puis qu'après, vous allez encore dériver. Et donc, vous allez payer ce facteur qui va
qui va faire effondrer le seuil à partir duquel vous voulez avoir la concentration, qui va vous coûter plus cher. Si vous refaites les mêmes calculs qu'on a fait précédents, je vous les épargne, vous allez trouver une vitesse qui va être en n moins alpha sur 2 alpha plus d plus 2, hein, qui là est totalement prohibitive. Donc ça veut dire que si on se base sur ce genre de technique, on n'y arrivera pas. Ce qu'il nous faut, c'est un autre type d'inégalité, hein, ce qu'on appelle les inégalités de type Bernstein, qui sont des vraies inégalités gaussiennes ou sous-gaussiennes. Il nous faudrait un résultat de ce type-là, hein, c'est-à-dire que la déviation de la mesure empirique de la vraie mesure soit contrôlée par quelque chose. Alors, il faut un peu oublier ce terme-là, si vous voulez, parce qu'on s'intéresse plutôt à… On en a besoin évidemment dans les calculs, hein, l'histoire est toujours plus compliquée, mais bon, philosophiquement, il faut comprendre les choses lorsque kappa est petit, hein, puisqu'on s'intéresse à avoir une précision bonne, hein, donc on veut bien contrôler les déviations quand kappa est petit. Donc, c'est vraiment ce régime qui va nous intéresser. Ça, c'est ce qu'on voudrait avoir. Et vous voyez qu'on a un régime gaussien, et vous voyez ici apparaître la norme L2 de phi, hein, et pas quelque chose comme la norme lipschitzienne qu'on a. Ça, c'est absolument essentiel. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est vraiment tout se passe là, parce que la norme L2 de phi, lorsqu'on va avoir comme fonction thèse des choses qui ressemblent à des noyaux, bah, c'est quelque chose en norme L2, on va y arriver. Hein, on va bien comprendre. Voilà, alors on a un résultat de concentration. Rassurez-vous, je vais juste l'énoncer, mais je vais juste passer un tout petit peu de temps pour vous donner les hypothèses qui font qu'on a ce résultat, parce que j'ai envie de dire que dans les hypothèses, évidemment, il y a déjà la philosophie de la preuve. C'est évident ce que je dis, mais j'espère pouvoir vous donner un peu le goût de la preuve du résultat en vous décrivant les hypothèses. Donc, on a besoin d'une condition initiale qui se comporte bien. Ça, c'est un peu incontournable. Donc, ça, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas là que se passent les choses. Donc, on a besoin, prenez la déterministe, par exemple, et ça ira très bien. Sigma, on avait parlé tout à l'heure d'un sigma qui pourrait dépendre, bon, effectivement, essentiellement, vous prendre un sigma très général, mais vous allez avoir besoin de choses très fortes, hein, que ce soit fortement elliptique. Enfin bref, pas de problème de ce côté-là. Tout va se jouer autour du drift. Alors, le drift, vous voyez, le drift, il y a du temps, il y a la variable d'espace, puis il y a la variable mesure. Alors là, j'appelle P, je n'ai peut-être pas précisé dans mes notations, P ou P1, parfois, des coquilles, c'est les probas sur RD qui ont au moins un moment d'ordre 1, hein, pour lesquels on peut parler de distance de Wasserstein. Et là, on va avoir besoin d'un peu de régularité. Je vais juste vous expliquer pourquoi et dans quel sens on a besoin de régularité. Il y a deux cas extrêmes, à mon avis, qui expliquent bien l'enjeu. Le premier, c'est si vous cherchez une espèce de régularité minimale, alors on pourrait s'amuser à chercher encore plus petit, bien sûr, mais quelque chose de type Lipschitz. Lipschitz en W1, ça voudrait dire que vous demandez que le drift au point mu moins mu prime, hein, et après mu va être remplacé par la cible et mu prime par la mesure empirique, et ben, s'on comporte essentiellement comme la distance W1 en mu moins mu prime. Hein. Donc ça, c'est une première type. Et puis à l'autre bout, hein, c'est la régularité Lipschitz. De manière infiniment plus régulière, vous avez le modèle semi-linéaire où là, la dépendance, elle est linéaire en mu. Hein, d'accord ? Alors, je vais vous expliquer pourquoi ces deux cas extrêmes gouvernent d'une certaine manière le problème. Eh bien, c'est lié aux effets de concentration de l'approximation de la mesure, d'une mesure de proba par sa mesure empirique en distance de Wasserstein. Donc, là encore, pour simplifier, je vais prendre les particules indépendantes, hein, pour que je ne dise pas de choses fausses, mais tout le travail consistera juste à montrer que ça marche encore dans le cas dépendant. Quand vous êtes dans le cas Lipschitz, si vous appliquez la propriété de régularité lipschitzienne, eh bien, vous êtes amené à contrôler la mesure empirique, la distance entre la mesure empirique et la mesure cible en distance de W1. Ça, c'est des choses qui sont bien connues, ça remonte d'Edley, etc. Mais il y a des travaux récents extrêmement précis et très utiles de Fournier et Guillain, donc Nicolas Fournier, juste un peu plus bas, qui donne des choses beaucoup plus fines que ce que j'énonce ici. Hein. Là, je mets une inégalité en proba de manière très grossière, mais en fait, qui peuvent le faire en concentration, qui vous disent qu'essentiellement, c'est en 1 sur racine de n ce qu'on voudrait, mais seulement en dimension 1. Au-delà des dimensions 1, vous payez fortement un effet dimensionnel. Alors que si vous regardez maintenant le cas semi-linéaire, le cas semi-linéaire, vous réécrivez, vous faites la même astuce que tout à l'heure, vous réécrivez les choses comme une somme de mesures empiriques, hein, et puis là, vous pouvez appliquer le TCL ou la variance. Et là, ça va être en 1 sur racine de n. Vous n'avez pas d'effet dimensionnel. D'accord ? Donc ça, vous avez un cas très agréable, mais très contraint, où vous êtes en 1 sur racine de n, et puis vous avez le cas général, où vous devez payer fortement. Alors, on peut mitiger, si vous voulez, ces deux aspects
en demandant à ce que la régularité dans la mesure ait une certaine régularité, hein, au sens de la notion qui est classique. Hein, en fait, ici, on va utiliser des choses très simples pour les stats, mais d'espèces de dérivés fonctionnels là, sur l'espace P1. C'est-à-dire que vous dites qu'une fonction admet une... je ne sais pas vraiment comment il faut dire, je pense que mon terme est un peu impropre. Une fonctionnelle, je sais pas, une dérivée linéaire dans ce sens-là, si f mu' moins f mu, vous pouvez l'écrire comme, c'est-à-dire que vous avez, donc la dérivée, ça va être un objet qui va être de RD croix P1 hein, dans RD, alors que au départ vous avez une fonction de P1 dans RD, et de sorte que vous allez un peu perturber le long d'une espèce de segment hein, entre les mesures mu et mu', plus des conditions de régularité. Alors ça, dans la plupart des exemples qui vont nous intéresser, on va pouvoir obtenir des résultats comme ça. L'intérêt, c'est qu'en fait, vous pouvez itérer cette notion de régularité. Et c'est très utile, par exemple, dans tout ce qui se fait en MFG, par exemple, et pas que. Hein. Et lorsque vous l'itérez, eh bien, vous pouvez avoir une espèce de formule de Taylor qui fait que f de mu' moins f de mu, si vous avez de la K-régularité, ça va s'écrire comme des sommes pas tout à fait linéaires, mais linéaires tensorisées. Et ce que je veux vous dire, et vous pouvez peut-être vous convaincre intuitivement, c'est que si maintenant on remplace ça par des mesures empiriques et des mesures théoriques et qu'on joue un peu sur la structure algébrique, on va réussir à faire un programme de type TCL. Vous voyez, on va réussir à jouer, c'est ce qu'on appelle des luttes statistiques, c'est un peu technique, mais on va réussir à n'avoir aucun effet dimensionnel. Et on a un reste avec des hypothèses techniques qui va être, lui, contrôlé par W1, mais à une certaine puissance K qui est contrôlée par la régularité. Et si vous vous souvenez tout à l'heure de l'effet pénalisant de la dimension 1 sur D qu'on a en toute dimension, là, on va avoir un K sur D, puis on va récupérer un peu des choses comme ça. Voilà. Donc, ce qui fait que ça, c'est notre jeu d'hypothèses. Donc, on va aller du plus régulier au plus irrégulier avec des contraintes sur la dimension. Hein, quand on est très régulier, on n'a pas de contraintes sur la dimension, puis après, voilà. C'est écrit ici. Quand vous êtes semi-linéaire, pas de contrainte. Sinon, vous avez une contrainte qui fait jouer la dimension et la régularité. Puis, dans dimension 1, vous arrivez quand même à atteindre le cas de Lipschitz. Voilà. Et donc, voilà le résultat principal qui vous dit qu'on peut avoir une inégalité de Bernstein. Vous allez voir, après, c'est terminé. Après, on n'a plus qu'à récolter si on connaît les résultats statistiques, mais ça, je vous les épargnerai. Eh bien, on a donc c'est une inégalité de concentration, mais alors elle est en temps et en espace. Hein, c'est-à-dire qu'à la fois on régularise donc vous pouvez vous autoriser, imaginez à un temps fixe, vous auriez exactement ce que vous voulez, et on a un peu mieux. Hein, on peut aussi le long du temps, ça on en aura besoin quand on va vouloir estimer le drift. On peut, si on se donne une mesure de probabilité quelconque rho, on peut avoir les déviations. Simplement, on va mesurer ça dans L2 muté contre croix la mesure de proba. En particulier, si la mesure de proba, c'est la mesure de Lebesgue renormalisée, ce sera la bonne intégrale en temps. Ou si c'est juste un temps fixe, on prendra une masse de Dirac en ce temps fixe. Voilà. Alors, il faut savoir que, bon, effectivement, la constante ici, il y a une constante universelle, enfin universelle, je veux dire qui dépend des paramètres du problème, qui est très mauvaise. Voilà, qui est très mauvaise. Peut-être qu'à la fin, on pourra peut-être dire un ou deux mots sur les difficultés. Je ne parlerai pas du tout de la preuve, mais simplement la philosophie, et je reviens sur les simulations que je vous ai fait au début de l'exposé, c'est de dire que traditionnellement, on approche ces systèmes par couplage, particule par particule. Mais là, vous voyez, ce n'est pas les particules, c'est le noyau contre la particule. Or, les particules, si elles sont proches, quand vous appliquez un noyau, quand vous allez faire des moyennes avec des noyaux, vous allez payer très fort cet effet de ressembler à une masse de Dirac. Par contre, si vous cherchez globalement à aller sur les lois, eh bien, vous pouvez faire ce qu'on appelle un changement de probabilité. Donc, en fait, vous dites que finalement, la loi du système couplé n'est peut-être pas très loin de la loi du système initial. Et le système couplé, lui, les variables sont indépendantes. J'ai des techniques Bernstein classiques. Et qu'est-ce qu'il faut payer pour que ce changement de probabilité n'explose pas? Il faut payer la densité, il faut arriver à contrôler la densité de probabilité. Ça, c'est sur l'espace des trajectoires. Ça, c'est donné par le théorème de Girsanov. Et le théorème de Girsanov va faire intervenir le contrôle dans une échelle exponentielle du drift de la mesure empirique par le drift de la mesure limite. Et on va retomber exactement sur ces contraintes Wasserstein que je vous ai expliquées. Donc, si vous voulez, on aura besoin d'être Lipschitz en le drift, mais seulement sur le changement de proba. Et par contre, sur les fonctions test, on pourra être aussi irrégulier qu'on veut. Voilà, une espèce de, je pense qu'il y a une méta-idée classique qui est que quand on a besoin de on fait une espèce de changement de variable, si j'ai envie de dire, en proba.
Une question. Oui. Est-ce qu'on peut déduire de ce genre de résultats des résultats sur les moments? Oui, absolument. Alors, si on a ce résultat, on a absolument tous les moments et de manière optimale. Alors, optimale, pas au constant près forcément, mais oui, parce qu'en fait, le moment va s'écrire comme une intégrale d'un certain monôme contre la probabilité de déviation. Et pour avoir ça, il faut qu'on ait la validité de cette inégalité de concentration dans tout le domaine R+, kappa positif. Parfois, on arrive à avoir facilement la concentration, mais simplement pour kappa à partir d'un certain rang, etc., ce qui est valable dans les applications. Si on veut avoir les moments, il faut qu'on l'ait sur kappa R+, puisqu'on va devoir intégrer la déviation sur tout R+. Et là, j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas important, mais là, les équilibres entre le régime gaussien et puis un régime plus quand kappa est grand, qui est plus laplacien, enfin, je veux dire qu'on est en exponentielle moins k versus exponentielle moins k, joue. Bon, alors il est temps maintenant de récolter nos résultats, nos efforts pour les statistiques, d'autant plus que je m'arrête 50 minutes ou 55 minutes à peu près. Bon. Donc, j'estime mu et b. Alors, vous allez voir, mu, c'est très facile. Je prends mon estimateur à noyau et j'applique ma méthode statistique favorite. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je ne vais pas vous la raconter. Je vais juste vous le montrer brièvement. Pas brillamment, non, c'est pas ce que mon inconscient parle, mais non, parce que la méthode brillante, c'est la méthode de Goldenschauer-Lipski. L'algorithme est très simple, je me suis juste amusé à vous l'écrire en deux, pour vous dire que c'est pas non plus la mer à boire, mais en gros, ce sont des méthodes de comparaison de biais empiriques, etc. Bon, ça dépasse complètement ce que je vais vous raconter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une technique, il y a une technologie fine qui a été développée dans les années 2000, qui nous permet d'aborder à peu près n'importe quel modèle dès lors qu'on a de la concentration. Donc, on fait ça, on plug, si vous voulez, formellement, avec un H aléatoire, et grâce à notre résultat de concentration, on obtient une inégalité oracle. Alors, elle s'écrit comme ça, je l'explique juste comme ça. Donc, vous avez une espèce de biais, le biais à l'échelle H. Alors, il y a un peu d'uniformité, hein, parce que là, on va avoir de la régularité locale. Hein, on imagine qu'on est juste alpha au voisinage d'un point x0. Donc, on a un biais local. On a un terme de variance. Alors, ici, vous avez le NHD de tout à l'heure, de la variance. Alors, on doit payer un peu un terme logarithmique. Hein. Je vous fais grâce, ou vous me faites grâce plutôt, je vous demande de me faire grâce des coûts, des surcoûts logarithmiques incompressibles. En fait, en l'occurrence, incompressibles. Et donc, on a une inégalité oracle qui nous dit qu'effectivement, on fait aussi bien que si on savait la fenêtre. Alors, ce n'est pas vrai. Parce que le aussi bien, évidemment, il est caché là, et c'est ça qui est bien quand on fait des statistiques théoriques, c'est qu'on peut cacher la réalité sur ce symbole LaTeX formidable que m'a appris Albert il y a 25 ans, et que je n'ai pas cessé d'utiliser depuis. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une constante de vent. Voilà, il y a une constante de vent non, en fait, sérieusement, ça veut dire que c'est un résultat non asymptotique, mais en vrai asymptotique, parce que par les techniques liées au modèle qu'on regarde, les constantes sont trop grandes. Ça, je dirais peut-être un mot à la fin sur qu'est-ce qu'il faut vraiment faire en pratique. Qu'est-ce que je vais faire là pendant l'année où je suis ici. Alors, on est optimal au sens de la théorie statistique et on peut s'adapter. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes de régularité bêta, mais que vous ne le savez pas, vous faites aussi bien que si vous le saviez. Enfin, voilà, c'est l'objectif et ça, c'est atteignable. Alors maintenant, je voudrais juste parler de l'estimation de B, 3 minutes, et après, je pourrais en venir à la conclusion qui est revenir vers l'interaction, parce que pour estimer l'interaction, je vais avoir besoin de l'un et de l'autre. Alors, le problème de B est un peu plus subtil, si j'ose dire, enfin, pas vraiment, mais parce que, si vous voulez, quand vous voulez estimer juste la densité limite, en vrai, vous n'avez pas du tout besoin d'avoir observé votre système dans le temps. Si vous voulez avoir la densité au temps 0,78, il suffit d'avoir estimé la mesure empirique à l'instant 0,78 et vous êtes déjà optimal. En réalité, pour ceux qui connaissent bien les vitesses, si je regarde là, je parle de la fonction partielle à t0 fixée, même si en vrai, si je veux reconstruire mon évolution dans le temps, en fait, je fais des tranches d'estimateurs pour chaque temps. Si maintenant je veux estimer le drift, la dérive, je vais avoir besoin véritablement de la dynamique du modèle. Et donc, une manière de le comprendre simple, c'est de faire un peu des heuristiques. Donc là, les probabilistes râleraient, mais je pense qu'ici, je peux le faire sans trop que ça pose problème. Une autre manière, si vous voulez, je vais réécrire le modèle comme ça, hein, à la physicienne. Hein, donc, chaque particule xi, en fait, c'est un drift avec une mesure empirique muette. Mais comme j'ai dit que j'avais de la régularité et que je savais bien approcher les choses, j'ai une petite erreur qui est en n-1,5 fois un truc assez moche. Plus,
sigma fois mon erreur brownienne, si vous voulez, mon bruit blanc, brownien, gaussien. Alors, cette erreur, vous voyez, alors ça c'est bien, là j'ai l'impression de le reconnaître parce que ça c'est petit, mais ça c'est pas petit, bien sûr. Ce terme-là n'est pas petit. Donc, une manière naturelle de le faire, c'est de, là j'ai utilisé qu'une particule, c'est de moyenner sur toutes mes. De moyenner sur mes particules, mais de manière temporelle, hein, pour réduire le bruit temporel. Lorsque je fais ça, donc là je vous le fais de manière vraiment formelle, hein, donc c'est-à-dire que si ma particule, je remoyenne en temps, sur un petit intervalle de temps, eh ben, je vais avoir ici mon drift, mais pas tout à fait, parce que je dois le faire à l'échelle de la mesure empirique du système, donc je vais avoir un facteur additif mu, plus mon terme d'erreur de tout à l'heure, hein, qui provient d'ici, plus maintenant, le miracle, hein, j'ai fait les moyennes de brownien, et donc je vais récupérer un brownien de variance plus petite. Voilà. Et donc ici, si vous voulez, ici j'ai une erreur d'ordre 1 sur racine de n en espace, et ici j'ai une erreur d'ordre 1 sur racine de n en temps. Voilà. Alors, si maintenant je fais un petit saut de foi, eh bien, je me dis que ce modèle ressemble un peu à un modèle où j'aurais observé en fait la fonction b fois mu dans un bruit blanc en temps-espace. Alors, avec un petit bruit de l'ordre de grandeur n-1,5. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement comme quand je suis en problème inverse ou des choses comme ça. Bon, c'est pas vrai, hein, c'est pas tout à fait vrai parce que je dis que Xi point se comporte comme un bruit blanc gaussien, je dis sous-gaussien, c'est-à-dire en réalité, tous les estimés dont on a besoin, on va être à la main capable de faire à peu près aussi bien que si on était un bruit blanc gaussien. Alors, une fois qu'on a fait ça, la stratégie d'estimation devient assez naturelle parce que, on va lisser la mesure empirique en temps-espace. Ça va nous donner un estimateur de B fois mu, puis on va diviser par l'estimateur de mu qu'on a fabriqué précédemment. Bon, c'est un peu brutal, mais ça marche. Hein, donc voilà, je vous passe rapidement parce que là, vous allez commencer à être fatigué. Ici, donc B mu, la fonction B mu, je l'appelle pi, hein, vous voyez, et cette fonction pi, je peux l'approcher par la mesure empirique moyennée en temps-espace, et puis je redivise par l'estimateur préliminaire de mu. Je mets en place toute une méthode de type Golden-Shauer-Lepsky que je passe complètement sous le tapis, et alors dans ce cadre-là, je suis capable de montrer une inégalité oracle. Une inégalité oracle qui dit que je fais aussi bien que si je... Alors aussi bien que le plus mauvais des deux. Hein. Là, on fait un quotient, donc il faut payer l'un ou l'autre. En général, ce n'est pas de problème parce qu'il faut étudier la régularité des systèmes et on y arrive. Voilà, je ne vais pas aller plus loin là. Et la seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'on arrive, si vous voulez, à écrire le programme optimal d'estimation non paramétrique dans ce contexte-là, et que là, la fonction, pour le coup, on a véritablement là un problème d'estimation d'une fonction de d plus une variable, véritablement temps-espace, ce qui n'était pas le cas pour le. Alors, j'ai quasiment fini. Là, vous avez peur parce que vous voyez ça, mais en fait, ça, c'est que des références biblio. En fait, ça va s'arrêter là, vraiment, mon séminaire. Comme quoi même ces trackers, on arrive à tricher. Et, si je reviens brièvement dans le modèle de Vlasov et que je veux estimer le confinement ou plutôt l'interaction, tester l'interaction, avec tout ce que j'ai fait, est-ce que je peux le faire avec tout ce qu'on a obtenu? Alors, en gros, et là, ce sera plus ou moins le dernier transparent, on sait qu'on peut estimer de manière à peu près optimale mu et b Tx au point muté. Je ne vais pas insister là-dessus, mais évidemment, Btx, le drift, on peut l'estimer que là où on a eu des données. On a eu des données asymptotiquement qu'au point muté. On ne pourrait pas l'estimer pour une autre mesure, bien sûr. C'est quand même un peu contraint dans ce cadre-là. Donc maintenant, quand on se place dans le modèle de Vlasov, on écrit exactement ce que c'est que Btx muté. C'est simplement l'intégration du confinement et de l'interaction contre mu. Et ça, évidemment, mu, c'est une mesure de proba, c'est juste l'interaction moins la convolution le confinement moins la convolution entre l'interaction et mu. Voilà. Donc, vous savez estimer B, vous savez estimer mu, mais vous avez VW. Bon, alors, comment faire? Bon, c'est pas très méchant. Imaginez que vous puissiez, comme vous avez cette information à tous les temps, imaginez que vous preniez quelque chose qui fait intervenir le temps, qui tue les constantes. Par exemple, la dérivée. La dérivée, c'est une très mauvaise idée parce que, comme tout est bruité, dériver quelque chose de bruité, il ne faut jamais le faire. Mais bon, moralement, c'est ça. Si vous prenez la dérivée, vous voyez bien que la dérivée de B, ça va être la dérivée, ça va être nabla W contre la dérivée de mu. Et puis, donc, en estimant l'un et l'autre, vous allez être amené à un problème de déconvolution. Voilà. Donc, alors on ne prend pas la dérivée, on prend un opérateur, je ne sais pas, quelque chose de raisonnable, quelque chose qui va être borné, qui va bien se comporter, ça c'est ça.
Et donc, on obtient formellement l'estimateur. Donc là, les choses deviennent un peu poussives hein, maintenant, mais donc si vous prenez cet opérateur qui tue le temps, bah, vous vous retrouvez à ça, et puis vous avez formellement, en Fourier, hein, formellement, vous avez la représentation inverse. Je termine juste pour vous dire que vous avez deux nouveaux problèmes. Hein. D'une part, bah, là, c'est de la déconvolution, mais tout est inconnu. Hein. Et la fonction par laquelle on convole, et bon, le signal est bruité, c'est normal, ça c'est B, mais la fonction par laquelle on convole mu, bah, elle-même, on ne la connaît pas, on la connaît qu'à travers le bruit. Donc ça, c'est un peu délicat. Mais il y a beaucoup plus grave, si j'ose dire, c'est que, bah, comme vous le savez, c'est qu'on a une équation extrêmement régulière. Hein. Donc, on a de la diffusion. Donc, on a muté à vocation à être quelque chose de très régulier. Donc, sa transformée de Fourier va être très, très localisée. Enfin, bref, donc la division va certainement très mal se passer. Mais en tout cas, au moins d'un point de vue théorique, on est capable de montrer qu'avec un minimum d'hypothèses, on est capable de réaliser le programme de reconstruction du confinement et de la... Alors, voilà, donc j'ai qu'un transparent de fin là. Ce que je veux dire simplement sur cette dernière question, c'est que, en vrai, je ne sais pas si c'est très intéressant de vouloir absolument reconstruire la fonction de confinement, la fonction potentielle d'interaction. C'est plutôt des espèces d'étapes préliminaires pour comprendre la structure du modèle statistique, pour aller faire des choses qui, elles, à mon avis, sont plus prometteuses, qui sont des tests. Être capable de, mais ça sera pour un autre exposé, donc de tester effectivement si oui ou non on a de l'interaction. En tout cas, à des vitesses qui sont ce qu'elles sont, on a le, enfin en tout cas, on démontre qu'on peut le faire et on a le sentiment que numériquement les choses pourraient être faisables. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai pris du temps. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour les questions, donc, on va peut-être commencer par les questions dans la salle. Et puis, si les gens à distance ont des questions, vous levez la main, s'il vous plaît. Puis on vous passera la parole. Oui, Lise? Moi, c'est ça pour revenir à la question que vous avez posée sur un coefficient de diffusion qui n'est pas une constante, puisqu'il y a des résultats similaires. Alors, ça dépend quelle est la question qu'on se pose. Si votre question c'est si j'ai un coefficient de diffusion qui dépend du temps et de l'espace et que je veux estimer ce coefficient de diffusion, c'est ça que vous voulez faire. Mais finalement, le problème d'interaction est secondaire dans ce cadre-là où il y a de l'interaction. Je vais le dire autrement. Je pourrais me poser la question plus générale. Si j'ai un processus de diffusion... Ah, VW sigma dans le problème. Ah, pardon. Alors, oui, pardon, je sais pas quoi. Alors, en fait, le problème est un peu mal posé. Mal posé, pas dans le sens problème inverse, mais si on observe continuellement la trajectoire, ce que j'ai supposé, ce qui n'est évidemment pas réaliste, on identifie sigma. On identifie sigma. Ça, c'est un résultat de calcul stochastique parce que, en fait, si on observe continuellement la trajectoire, on observe sa variation quadratique et sa variation quadratique nous identifie sigma. Évidemment, si c'était aussi simple, les financiers n'auraient pas de problème d'estimation de volatilité. Hein. Donc, donc, en réalité, ce qu'on va plutôt faire, si vous dites que sigma est inconnu et que vous observez une trajectoire, c'est plutôt de l'observer à des instants discrets. Dans ce cas-là, on n'a pas le continuum de l'observation, on l'a juste à certains instants. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, reconstruire le coefficient de diffusion est un enjeu. C'est un enjeu, mais c'est une autre histoire, j'ai envie de dire. C'est une histoire dont on peut parler, si vous voulez, mais qui sort de ce cadre-là. Il me semble qu'il y a des applications à la convergence de schémas stochastiques, par exemple pour les méthodes PIC. Est-ce que quelqu'un a regardé ça? Alors, je ne sais pas. Il est clair, il est vrai que quand on voit ce problème de statistique, il y a des analogies avec des problèmes, disons, numériques de simulation, hein, notamment de systèmes particuliers. Et en particulier, on essaye d'utiliser ces résultats, par exemple, là, maintenant, pour améliorer des résultats de schéma de l'air, ou chose un peu plus subtile que le schéma de l'air, pour simuler des solutions. Voilà, c'est ça. Absolument. Mais là, on a recruté au CRMA de Yating Liu qui vient du LPSM, qui travaille là-dessus. Donc, c'est un peu des choses qu'on veut regarder. Mais on n'a pas de résultats pour l'instant. Jules? Moi, j'avais une question au niveau de la philosophie. Donc, là, l'idée pour
représenter le système, c'était d'essayer de suivre les particules, donc avec la méthode de Stickman, si vous avez compris. Sauf que j'avais écouté plusieurs talks sur ces systèmes de particules et j'avais pu comprendre que ça, c'était les anciennes méthodes. Maintenant, c'est de nouveaux trucs avec des énergies modulées, dans des résultats type des résultats de sympathie. Et du coup, ça permet visiblement d'approcher la convergence de l'UTN vers l'UT. Est-ce que ce serait possible de. Qu'est-ce que ça donnerait d'employer ce genre de méthode-là? Alors, je n'ai pas la réponse à la question, mais en réalité, je ne crois pas qu'on soit dans le même. On n'est pas dans la même cour, au sens où il me semble que là, vous voyez, on est quand même dans des modèles pas très méchants. Le noyau est régulier, hein, et surtout, on est en champ moyen. Hein. Donc, on a vraiment toutes les particules interagissent avec toutes avec une relation en 1 sur n. Si on avait des choses, alors, si on cherchait des choses plus locales, des choses plus proches voisins, etc. Non, champ moyen. C'est du champ moyen. C'est juste que ce n'est pas la même stratégie de preuve, parce que je pense que ce qu'ils veulent, c'est prendre des dérives, faire des V, des W, baisser les régularités, prendre des trucs singuliers, des noyaux singuliers. Ouais. C'est ça leur problème principal. Mais en tout cas, ça fait qu'il n'y a pas de comparaison. Ouais. Ils utilisent du coup au lieu d'utiliser Wasserstein, si j'ai bien compris, ils utilisent des espèces de métriques probabilistes spécifiques adaptées aux problèmes qui font intervenir en V et W et qui font qu'on a des meilleurs taux, on a des meilleurs machins. D'accord. Oui. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas, effectivement, non, absolument. Je veux dire, là, ce qu'on fait, enfin, disons, on a quitté le domaine classique du couplage, pas pour les mêmes raisons, parce qu'en fait, on avait un problème d'approximation. Ouais, alors peut-être c'est quand même bon, c'est toujours un peu les mêmes raisons, mais qu'on a résolu par un changement de proba. Mais on est absolument incapable avec ces techniques de traiter des noyaux singuliers. On n'en est pas capable. Il faudrait renormaliser les choses autrement. Mais c'est des questions qui m'intéresseraient. Ouais. Il me semble que sur une des méthodes, il y a une histoire d'information de Fischer. Comme ça fait un truc de stage, je me demandais si. Non, l'information de Fischer. Oui, parce que l'information de Fischer est informe tout autant. Enfin bref, c'est pas. Oui. C'est l'information de Fischer plus par rapport à des inégalités géométriques et entropie Fischer, c'est pas celle de M. Fischer, qui, je rappelle, ne coïncide avec l'information de Fischer du transport européen que dans le modèle de translation. Donc c'est très particulier. C'est vraiment non, il n'y a pas de lien avec les statistiques. Merci. Albert. Oui, sur la partie stats, l'estimation. Juste pour savoir, parce que je vois avec les exemples numériques, on voyait que c'était des densités locales assez piquées, des choses comme ça. Est-ce que l'inégalité de Bernstein, qui est le véhicule pour faire de la sélection de H, pourrait permettre aussi de faire de la sélection locale? C'est-à-dire, je veux dire, avoir un H qui varie dans. Ah oui, parce que c'est vrai, c'est en X. Oui, d'accord. Oui, absolument. Le H va aussi varier, il ne va pas seulement dépendre de T. Non, je suis allé très vite là-dessus, je suis désolé, mais je pensais que, bon, je voulais vous épargner. Mais effectivement, là, c'est vrai que j'ai plus parlé de proba que de stat en fait, dans l'exposé, mais effectivement, là, c'est local, au sens où le H, lui, effectivement, on le fait vraiment dépendre de T. Et bien sûr, j'imagine, quand tu fais ce calcul, parce que ce GL, le H, en fait, il va le prendre moins diadique. En fait, c'est ça. Tester, voilà. Alors, oui, donc, je n'ai pas du tout raconté. J'ai dit il existe un bon choix de H dans l'exposé. Effectivement, voilà. En réalité, l'hypothèse, c'est que H est fini, bien sûr, de cardinal, pas plus que N. Voilà, c'est l'ordre de grandeur. Et après, on découpe dans une grille diadique, absolument. Par exemple. Voilà. Exactement, absolument. Ouais. Y a-t-il des questions à distance? Eh bien, s'il n'y a plus de questions, on va remercier Marc de nouveau. Merci beaucoup.